Salut! Alors dans cette vidéo, je t'invite à venir rencontrer une personne qui m'est très chère, un ami, qui est aussi, je dois le dire, mon mentor, celui grâce à qui j'ai pu démarrer ma carrière de compositeur de musique de film. Il s'agit de Gréco Casadessus. Il est issu de la grande famille connue Casadessus, d'artistes et de musiciens. Il va te raconter sa carrière, comment il est devenu compositeur de musique de film. Et puis, un sujet sur lequel il est très prononcé sur la question, il s'agit de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de la musique générative dans la création musicale et la musique de film aujourd'hui et demain? Et puis, il va nous donner des conseils sur le métier de musicien, de compositeur de musique de film, qui, j'en suis certain, vont être très utiles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je te laisse regarder. Bonne vidéo. Salut Gréco! Salut Arnaud. Je suis super content de venir chez toi et je te remercie de nous recevoir. Ça me fait vraiment plaisir dans ta belle maison, dans ton environnement. Et j'avais envie qu'on discute ensemble parce que toi et moi, on a, j'ai eu la chance de travailler avec toi Mais déjà. j'ai eu la chance de travailler avec toi. Mais c'est gentil. Mais moi, je peux dire que quand j'ai démarré dans ma carrière, j'avais déjà fait des petites choses, c'est vrai. Et si je t'avais pas rencontré, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas faire aujourd'hui. C'est ça qui m'a. Enfin, c'est un peu toi qui m'a poussé, c'est toi qui m'a un peu quand même formé à beaucoup de choses. Si aujourd'hui je fais de l'orchestre, je dois dire que c'est grâce à toi. C'est pas parce que j'avais fait le conservatoire que j'en savais autant que lorsque j'ai commencé à travailler avec toi. Bah, tu as sûrement raison parce que je pense que notre métier s'apprend sur le tas et dès qu'on est en confrontation avec des expériences qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer auparavant, eh ben, il se passe des choses. Donc on a quand même travaillé sur un projet assez long qui était délicat, qui était un film muet un peu iconique, qui était Les Trois Mousquetaires de Diamant Berger. Bon, c'est vrai qu'il y avait 7 heures de musique à faire et le fait d'être assisté, de ne pas être tout seul, de pouvoir déléguer, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est important d'avoir un peu de recul, de pouvoir avoir le sentiment que tout ce qu'on doit faire n'est pas au maximum et que quand on transmet et qu'on reçoit en même temps. Donc c'est ça en fait quand la pédagogie, c'est que on reçoit, on transmet, on reçoit et c'est fondamental. Donc moi j'avais passé une expérience absolument extraordinaire avec toi et j'avais bien le sentiment que tu avais des choses à apprendre et que tu allais les apprendre au fur et à mesure que l'expérience avançait. Alors voilà, mais merci, moi c'est un grand souvenir. Alors l'idée c'est pas de parler de ma carrière, hein, parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir aussi, moi quand je t'ai rencontré, je voyais quelqu'un qui avait déjà fait beaucoup de choses, puis tu savais, tu travaillais, tu faisais de l'orchestre, mais tu avais déjà une grosse carrière, parce on a quelques années d'écart, ces années d'expérience. Et alors moi j'ai envie que tu me racontes un peu, en deux mots, les grands moments importants de ta carrière et aujourd'hui comment tu vois le métier de compositeur de musique de film, avec cette particularité qui me rapproche de toi, c'est la musique de film, l'orchestre, ça on y tient. Et puis comment tu vois les choses aujourd'hui, comment ça s'est passé dans l'évolution de ta carrière et comment tu les vois actuellement. Alors, on va parler très très rapidement de ma trace professionnelle. J'ai commencé par le conservatoire de Paris et de Versailles. J'ai été directeur artistique chez Pathé Marconi et EMA il y a 22 ans. C'était très très jeune et j'ai enregistré 250 albums avec les plus grands de ce monde, hein, puisque c'était Rostropovitch, Mazel, Prêtre, Domingo, Dervaux. J'ai débuté la carrière de Duchâble, j'ai travaillé avec Ciccolini. Enfin, c'était dans le monde classique des énormes références. Et là, j'ai appris le monde du studio. Il y avait une régie absolument incroyable. On enregistrait en quadraphonie. Il n'y avait pas encore les multipistes pour le classique. On avait la Salvagram à Paris qui était totalement dédiée à nos enregistrements pour la musique classique. Mais ça m'arrivait aussi de partir en Belgique, à Londres, etc. Et donc j'ai eu la joie de faire ce métier où la confiance qui régnait entre l'artiste qui enregistrait et le directeur artistique était fondamentale. Donc, et sans doute, comme j'ai avalé beaucoup de partitions, puisque à l'occasion de ces 250 albums, il y avait beaucoup d'orchestres, j'ai sans doute acquis pas mal de choses intuitivement par justement cette confrontation avec des œuvres magnifiques. Donc voilà. Après, oui, et puis c'était le monde de l'analogique, donc je montais moi-même mes bandes. Donc je montais. Des fois, il y avait un nombre de montages incroyables qui passaient ou qui passaient pas d'ailleurs, mais on n'avait pas du tout l'extraordinaire facilité que le numérique nous a procuré. Donc d'abord, on ne voyait pas le son.
aujourd'hui, quand l'informatique domestique est arrivée dans les années 90, avec par exemple un truc qui s'appelait Sound Tools, c'était incroyable. Pour la première fois, on voyait l'onde sonore et l'onde sonore devenait un objet qu'on pouvait manipuler. Donc le prendre, le déplacer, faire des crossfades, etc. Chose qui s'est produite dans la première phase digitale avec les bandes numériques, mais on voyait pas le son. On montait avec des machines très compliquées, c'était sur des grosses cassettes, etc. Mais quand est arrivé ce moment où on a vu le son, c'était vraiment quelque chose de prodigieux. C'était une ouverture vers autre chose. Donc moi, je montais la bande en stéréo ou en quadraphonie avec des ciseaux ou avec une guillotine, avec un collant et on y allait. Donc des fois, il y avait énormément de montage parce que c'était pas évidemment des enregistrements toujours propres. Le côté humain de l'erreur est quand même absolument fondamental. C'est grâce à l'erreur qu'on peut avancer et à faire des choses. Et les imperfections sont quelque chose qui sont gommées aujourd'hui par le numérique, mais les imperfections sont parfois nécessaires à garder. Et Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu passes de directeur artistique que tu es, donc tu as une connaissance de la musique, tu avales des partitions comme tu dis, donc ça je suppose que ça doit te nourrir aussi, mais à cette époque-là tu composais déjà, je pense que ou tu composais pas encore, et je ne composais pas et tu encore. composais pas encore. Ah, Non, bah non, alors, tu te mis tard alors. j'étais pas du tout convaincu que j'avais quelque chose à dire ou à écrire. Et c'est vrai que j'ai été viré de chez Pathé Marconi pour une raison absolument louable. C'est que quand je suis rentré chez Pathé, il y avait 1300 personnes qui travaillaient. Il y avait une usine de pressage. Quand je suis parti, il y avait 200 personnes. Maintenant, je ne sais même pas combien il y en a. Donc, parce que tout ça, ça s'est réduit avec la crise qui est arrivée à la fin des années, au début des années 80. Il y a eu une énorme crise et donc il y a eu un dégraissage. Et moi, j'étais tout simplement mis sur la touche parce que j'étais un des plus jeunes. Donc, et ça m'a bien arrangé parce que je me suis retrouvé au chômage et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais très envie de faire de la musique pour moi et non plus pour les autres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc tu te fais virer de chez Pathé Marconi et tu dis que ça t'arrange. Ça m'arrange parce que je me retrouve au chômage à cette époque-là. Attends, quand on faisait un stage, j'ai fait un stage de gestion, j'étais payé le brut de mon salaire, ce qui veut dire que j'étais payé 20% plus cher, parce qu'il y avait déjà évidemment des charges sociales, ça existe depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit que j'allais organiser ma vie d'une manière beaucoup plus créative. Et c'est là où j'ai enregistré mon premier LP, Voyage immobile, qui est démarré en flèche et qui s'est arrêté du jour au lendemain parce que je gênais d'autres concurrents et il y a eu... On peut dire que c'est Richard On Klederman peut le qui dire, t'a... c'est Flash Cadavre, mais Je je ne veux sais pas ça, raconter je cette sais. histoire parce que, en fin de compte, mon producteur s'est fait, je pense, racheter en douce avec quelques petites facilités et ma carrière s'est arrêtée brutalement parce que ils avaient trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de profiter de certaines choses et puis, enfin bref, c'est une histoire un peu compliquée, mais peut-être c'était une bonne chose. Donc j'ai fait un deuxième disque qui a connu le même sort. Donc du jour au lendemain, ça s'est arrêté. La promotion s'est arrêtée. Je ne savais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, je vais peut-être faire autre chose. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique pour l'image parce que l'image et le son me passionnaient depuis avant que je rentre chez Pathé Marconi. Alors comment on rentre dans... Je pense qu'il y a quand même une différence entre l'époque où toi tu as démarré et l'époque où j'ai démarré. On va dire vers quel âge toi tu penses avoir démarré ta carrière en tant que compositeur de musique de film? Tu avais quel âge? J'avais J'avais 30 une ans. trentaine d'années. Ben, Ouais. en fin de compte, Voilà, moi c'est aussi, ça ce c'est que à tu peu près la disais. même chose. Ouais, Hein. ouais. Ce qu'on disait, en fait, c'est à peu près vers 30 ans que ça démarre. Je disais, c'est important pour nous, pour tous les compositrices et compositeurs qui nous regardent et qui s'intéressent à ça. Les choses peuvent démarrer pas aussi rapidement qu'on le croit. Il faut déjà de l'expérience pour pouvoir, une certaine expérience. Mais qu'est-ce qui fait que toi, comment ça se passe pour toi, pour le premier film, la première fois? Alors, j'ai eu une chance, comme on a toujours une chance qu'il faut saisir ou on la laisse passer. On en a parfois plusieurs. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de rencontrer. Alors, j'étais administrateur du Festival de Pau pendant 2 ans, qui était un festival assez éclectique. J'ai reçu, par exemple, Ella Fitzgerald, c'était quand même des belles émotions. Et j'ai rencontré un comédien qui m'a dit, j'adore la musique que tu fais et je vais te présenter un metteur en scène. Et donc il m'a présenté à Jacques Mauclair et j'ai fait la musique de La Cerisay et j'en ai fait beaucoup d'autres. J'ai fait 22 créations musicales pour le théâtre. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé ma carrière. Mais en même temps, j'ai commencé à faire des musiques de court-métrage, des musiques de documentaire. Et puis bah, comme dans tous ces métiers, ce sont des métiers de réseau, on rencontre des gens.
on a une forme de sympathie qui se crée, voire d'affinité, et les choses s'enchaînent. Et après bah, j'ai fait quand même beaucoup de choses pour le cinéma, pour la télévision, j'ai fait beaucoup de documentaires, et après, bah, c'est presque naturel. Et le conseil que je pourrais donner à des jeunes compositeurs, c'est d'essayer évidemment de se rapprocher le plus possible des autres, donc d'aller dans les festivals, de rencontrer des gens, dans des réunions, dans des cocktails, dans des projections, évidemment d'avoir des choses à faire écouter. Alors aujourd'hui, les réseaux Ouais, sociaux ouais, sont ouais, bien sûr. extrêmement importants, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que on est totalement noyé. Donc il faut trouver le moyen de montrer le bout de son nez. Un chiffre quand même qui est hallucinant, par jour dans le monde arrive sur les plateformes 100 000 chansons et musiques. 100 000 par jour. Donc il est bien évident que chaque musique est une bouteille à la mer. Donc il faut trouver les moyens de se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Après, je pense qu'il est important, c'est de trouver son style. Si c'est pour reproduire exactement ce que les autres font parfaitement, on a moins de chances de se faire remarquer que si on a une forme de singularité. Alors cette singularité, c'est pas non plus de faire des musiques complètement abracadabrantes qui n'existent nulle part, etc. Parce que ça n'a pas forcément un marché. On le voit bien avec la musique classique contemporaine. Mm. C'est quand même des gens qui ont énormément de talent, de valeur et qui ont du mal à faire entendre la musique à un public assez large. Musique pour l'image, c'est pas pareil. Parce que je dis toujours que la musique explique l'image, ça c'est fondamentalement notre métier. On est là pour essayer d'accompagner une perception de certaines choses dans l'image, une compréhension de certaines choses, une dimension, une perspective. Mais l'inverse existe aussi. L'image explique la musique. Moi j'ai Mm. vu des très belles partitions qui sont un peu hermétiques, qui sont des compositeurs qui écrivent de manière atonale et voilà, dont on ne comprend pas forcément le message au premier degré. Et quand il y a une image par-dessus, eh bien, cette musique révèle un sens qui est inattendu. Et donc, je dis, la combinaison des deux sont vraiment importantes. Donc l'image est à la fois un révélateur et en même temps aussi un perturbateur, parce qu'il y a quand même de musiques qui sont complètement gommées parce que sous-mixées, parce que euh, envahies par des effets sonores, des bruitages. Enfin, c'est extrêmement frustrant, hein. Oui, mais ça, on l'a tous connu et c'est vrai qu'on n'a pas tous le même rapport avec ça. Là, tu abordes un truc très intéressant, enfin, une histoire, enfin, un thème très intéressant. Moi, qui est la question que je me pose dans les formations que je donne aux gens qui viennent me voir pour faire de la musique de film. Il y a plusieurs choses. Il y a le rapport, effectivement, tu en parles, le sound design de la musique, parce que le sound design, c'est invité dans la musique. Alors, est-ce que la musique concrète nous l'a amené, mais le sound design, les effets sonores qu'on introduit, le mélange des timbres, à la fois des timbres acoustiques, des timbres orchestraux, donc il y a cette dimension des nouvelles musiques qui arrivent pour le cinéma. Parce que nous, les compositeurs, effectivement, nous sommes confrontés tout le temps, on est à cette frontière entre la musique dite acoustique, enfin, assentiment tonal ou pas, ou modal, peu importe, mais enfin, avec une harmonie qui se dégage, et le sound design qui ne dégage pas forcément d'harmonie. Et comment on va jouer. Donc ça, c'est un thème, effectivement, qui nous est... C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai mélange entre le sound design et les instruments virtuels. Les instruments virtuels, ça date de 30 ans. C'est une progression hallucinante de la qualité. Donc il y a les instruments virtuels, il y a deux catégories. Il y a ceux qui imitent, donc les cordes, les cuivres, un hautbois, une guitare, etc., qui sont de plus en plus convaincants, même bluffants. Et puis il y a ceux qui produisent des sons qui n'existent pas dans l'acoustique et qui sont aussi extrêmement bluffants. Mais ça, c'est les synthés qui, depuis 40 ans, 50 ans, ont produit des choses en fabriquant des ondes sonores avec pas mal de procédés différents, la FM, les oscillateurs, etc. Mais en fin de compte, on se rapproche de plus en plus du sound design. Quand on va chercher des sons qui n'existent nulle part ailleurs et qui développent toute une espèce d'histoire à l'intérieur même du son, on est déjà dans le sound design. Donc pour moi, le sound design, il est important à considérer à partir du moment où il y a une forme de créativité. Donc s'il y a quelque chose qui est vraiment approché avec une prédestination de voir comment le son va raconter déjà sa propre histoire, c'est pas tout à fait la même chose que de prendre un micro, de se mettre devant la gare du Nord et d'enregistrer les voitures qui passent. Ça, tout le monde peut le faire. Par contre, avoir une vision de ce que ça peut procéder comme apport émotionnel et
puisqu'on parlait d'image, apporter quelque chose aussi en travaillant cette sonorité sur l'image. Il y a des partitions sound design qui sont extraordinaires, mais qui peuvent aussi faites avec de la librairie d'instruments virtuels. Moi, je me rappelle, je suis très proche d'une association qui s'appelle euh, la Semaine du Son, et le président, Christian Hugonnet, a eu l'idée un jour de faire l'inverse que ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a dit on va prendre une musique et on va proposer à des élèves ou des étudiants en réalisation de faire une image par rapport à cette musique. Ça s'appelle lorsque le son crée l'image. Donc moi j'ai fait la première expérience de ça, et j'ai pris des éléments qui est dans une librairie qui mélange énormément de bruitage de la nature. Et j'ai pris des bruits de glacier et je les ai enveloppés dans une musique. Et c'est voilà, c'est quelque chose d'extrêmement créatif. Donc toutes ces frontières n'existent plus maintenant. Et il faut juste avoir l'idée qu'on va apporter une créativité à la matière sonore. Et puis tu as abordé aussi autre chose en disant le cinéma, finalement, j'ai entendu derrière ça, il y a un certain nombre de codes quand même qui restent, ça reste de la musique destinée à une émotion particulière. Mais toi, quand tu arrives dans la musique de film, comment tu fais? Je te donne un exemple, il y a les Américains ont mis en place des quantités de méthodes. Moi-même, je me suis attelé à mettre des méthodes particulières pour que rapidement on puisse arriver à générer tel type d'émotion. Et après, bien entendu, on personnalise. Est-ce que tu as déjà des codes en tête? Est-ce que tu as déjà une méthode qui est à toi, qui se développe? Ou est-ce que tu vas suivre finalement un petit peu ce que pas mal de compositeurs vont faire reproduire, c'est-à-dire le maniérisme, et après imposer ton style? Alors, Comment on fait? la première vocation dans notre métier, ce n'est pas de composer. Ça, c'est vraiment important. La première vocation, c'est d'interpréter les désirs du réalisateur. Et parfois, pas que du réalisateur, parce que c'est une équipe qui peut donner des injonctions contradictoires. Donc, il faut essayer de traduire ce que veut le réalisateur. Si le réalisateur, comme il n'y a pas de sémantique hein, en musique, on dit un peu plus vite, un peu plus lent, un peu plus ceci, un peu plus cela, mais autant en matière picturale, on peut dire c'est un rouge un peu plus ceci, c'est un bleu un peu moins cela. En musique, c'est beaucoup plus délicat. En plus, chaque ingrédient de la musique qui fait intervenir évidemment la mélodie, l'harmonie, donc les accords, mais aussi le timbre des instruments, le tempo, enfin il y a pas énormément d'éléments, mais ils sont tous tellement avec une palette de possibilités que c'est complexe. Donc la première chose, c'est de comprendre ce que veut le réalisateur, donc météo, le climat, qu'est-ce qu'il veut. Après, c'est d'essayer de traduire ça en musique. Et là, nous, depuis 30 ans, on a une extraordinaire facilité, c'est les maquettes. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique qui était pour l'image ou même pour le théâtre, les enregistreurs venaient tout juste d'arriver, mais avant, bah, le compositeur, il jouait au piano, et puis quand l'orchestre interprétait ce qui venait de jouer au piano, on avait des surprises, parce que c'est tellement... J'ai une anecdote par rapport à ça. Ah, Un jour, j'ai fait... on aime bien les anecdotes. voilà. Un jour, j'ai fait un enregistrement pour un réalisateur qui est décédé, qui s'appelait Étienne Perrier. Et on a enregistré l'orchestre. Et comme d'habitude, quand on enregistre l'orchestre, on a plusieurs versions, parce qu'il y a toujours des erreurs, des fautes, des machins, des pains, comme on dit. Donc on avait 3 versions différentes qui étaient excellentes au niveau technique. Ils avaient joué, c'était quelque chose assez émotionnel, c'était très intérieur, etc. Donc ces 3 versions, on les a mises à l'image. C'était la même musique, le même tempo, la même interprétation globale de la musique, mais des variations intervenaient dans le jeu des musiciens. Et bien, on avait le sentiment qu'à chaque fois, c'était une autre vision du film. Bon, c'était des petits détails. Je pense que le commun des mortels ne peut pas remarquer ça. Et on peut le remarquer qu'en comparant, parce que nous n'avons pas d'arrêt sur l'image en son et en musique. Alors que quand on a une image, on peut la prendre, la mettre côte à côte et dire, ah ben là c'est plus bleu. Là, c'est... Non, on est toujours obligé de faire défiler le son et la musique dans le temps. Donc on est inféodé à un vecteur temporel. Ça, c'est pour ça que quand je disais que l'avènement de l'informatique domestique nous a permis de voir le son, d'avoir donc une possibilité graphique et de manipuler le son comme des objets,
c'est quelque chose qui nous a avancé, mais il n'empêche que le son, il ne peut pas être un moment comme ça. Et le son n'existe pas si la temporalité ne lui donne pas la possibilité d'exister. Donc, pour revenir à mon réalisateur, on a eu donc, cette extraordinaire possibilité des maquettes qui a fait que déjà on pouvait avancer pour voir si, une fois collé à l'image, la proposition musicale était celle qu'il attendait. Après, c'est une autre histoire. Parce que justement, tu me parles des maquettes. Est-ce que tu ne crois pas que justement le rapport maquette-produit fini, c'est quand même sacrément rétréci, de telle sorte que, est-ce que la maquette ne nous piège pas un peu aussi aujourd'hui? Euh, Moi, j'ai une autre anecdote qui est célèbre, c'est celle de John Williams qui montre à Spielberg le thème qu'il va faire pour Les Dents de la Mer, et au piano, il fait tam 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 tam, le thème qu'on connaît. Et Spielberg fait bah ouais, enfin je vois pas ce que ça fait. Bon, ils ont 24 ans les gars, ils sont jeunes, hein. Et Spielberg n'est pas convaincu, il dit j'en sais rien. Et John Williams lui dit t'inquiète pas, tu vas voir à l'orchestre. Donc là, on est dans la confiance totale, et il va sortir un thème d'une extraordinaire simplicité et d'une puissance absolument incroyable qui va marquer quand même des générations. Et à cette époque-là, il n'y a pas de maquette, tu joues au piano. Aujourd'hui, tu as des instruments logiciels ou instruments virtuels, ça dépend comment on les appelle. Tu peux arriver à faire des trucs extraordinaires. Et est-ce que ça, c'est pas aussi ce résultat un peu immédiat qui est attendu? Il faut pas tout de suite être capable de bien produire. Et du coup, on se fait un peu piéger. On n'a plus cette. On va nous poser peut-être des questions un petit peu trop délicates. On ne laisse plus assez de place à cette interprétation. Tu as entièrement raison, même que ça marche dans les deux sens. C'est quelque part. Moi, je l'ai vécu avec Badalamenti, qui m'avait dit, bah, j'avais fait une musique super orchestrée, etc. Et le réalisateur a voulu reprendre les maquettes. Donc, parce que dans les maquettes, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une espèce de spontanéité, d'émotion, qui fait que quand on joue soi-même sur les machines, on crée quelque... Et puis les sons peuvent être aussi assez singuliers, qu'une fois qu'on les remplace, alors quand c'est de l'orchestre, maintenant quand on les remplace par certains éléments qui sont isolés, si on remplace par exemple un violoncelle synthétique par un vrai violoncelle, alors que le reste est resté avec des nappes, machin, ça c'est peut-être pas du tout, c'est pas du tout pareil, mais il n'empêche que entre la maquette qui est la traduction presque momentanée d'une spontanéité et la finalité de l'orchestre qui peut être retravaillé avec des mixages, parce que les mixages aussi interviennent beaucoup sur l'impact de l'émotion. Donc on peut avoir des surprises et on peut avoir surtout une abstraction de l'émotion par rapport à l'image. C'est toujours par rapport à l'image. Moi, j'ai toujours cette anecdote que je dis, c'est que la plus belle musique que tu fais, la plus belle, celle que tu dis, voilà, jamais j'ai composé une musique comme ça, à l'image, c'est merveilleux ce que je ressens, etc. Si elle ne plaît pas au réalisateur, cette musique, elle va à la poubelle. Voilà. Après, il y a des secondes vies, des troisièmes vies qui sont aujourd'hui possibles, mais il n'empêche que la frustration, la déception peut être totale. C'est le réalisateur qui dit, bah, belle musique, très bien ce que tu as fait, très bien, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et, là, et c'est pour ça que dans notre métier... Qui n'a pas connu ça? Bah, Qui n'a pas connu c'est ça? pour ça dans notre métier que le bouton qu'on va appuyer, que ce soit sur l'ordinateur ou n'importe quoi, qui fait play, le réalisateur qui est en face de toi et qui est là, les bras croisés, et qui dit, avec l'image devant lui, écoutons, ce moment-là, et surtout la première, toute la première, les deux premières, autres premières musiques, celle-là, c'est des moments déterminants. Car si ça se passe bien, la confiance s'installe. Surtout quand c'est une première relation avec un réalisateur. Si ça se passe mal, là, il faut ramer. Mais il faut trouver des arguments. Il y en a qui sont très forts. Vladimir Kosma est un des plus forts pour pouvoir faire Oui. L'argumentaire. Voilà. Ça, c'est Même pour placer une musique avec une flûte de Pan et un sabalam sur un film dont on n'imaginait pas que c'était possible. Personne n'imaginait d'ailleurs, à part lui. Donc voilà, c'est aussi un métier de conviction. C'est un métier de séduction, de conviction, et un métier qui fait aussi refléter quelque chose qui pourrait être un gros mot, c'est la culture. Culture cinématographique. Jouerais bien une musique comme dans Un Américain à Paris ou comme dans Les Dents de la Mer. Il faut quand même les connaître ou dans les grandes missions culturelles du cinéma. Et puis, il faut avoir une culture musicale. C'est qu'un réalisateur qui te dit
bien un peu un truc à la Duke Ellington, qui te dit un truc un peu chant grégorien ou quelque chose à la Avicii. Voilà. Si tu... Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ah, Avicii, oui, oui, grégorien. Non, sinon ça marche pas. Ou alors ça marche parce que on a tellement imposé son style qu'un réalisateur ne veut pas tenter de te faire changer de style. Parce que ça c'est important aussi. Il y a des compositeurs qui ont leur style, par exemple, un compositeur très talentueux comme Ron, c'est vrai qu'on va pas forcément avoir envie de lui demander de faire quelque chose de néo-romantique ou néoclassique. Et peut-être qu'il est parfaitement désireux de le faire. Et peut-être que ses codes vont être bouleversés, qu'on va avoir un retour extraordinaire. Mais en fin de compte, on est quand même relativement classifié. Effectivement, fut une époque où, alors je l'ai connu aussi, où le réalisateur, parfois le producteur aussi, ça arrivait, ça dépendait, venait chez toi dans le studio et venait écouter. Après est arrivée la possibilité d'envoyer ça par Internet, ce qui commençait à compliquer un peu les choses parce qu'on n'était pas sûr de savoir comment la musique était écoutée. Comment ça se passe aujourd'hui ce rapport? Comment toi tu le vois? Bon, nous, avec un peu de temps, maintenant, on est parfois un peu fatigué de certaines façons de procéder, mais comment ça se passe? Comment toi tu le vis aujourd'hui, ce rapport avec le réalisateur? Bah, c'est la même question que les conférences en visio et les conférences en réel. Donc, qu'est-ce qui change? Tu vois parfaitement les traits du visage, tu entends parfaitement les voix, tu comprends parfaitement les propos. Mais quand tu es face à une personne, je parle même pas de l'odeur. Donc, de la bonne odeur, une femme par exemple qui dégage un parfum capiteux a une influence sur toi Bien sûr. quand elle est en face de toi. Un homme aussi, d'ailleurs, parce que les hommes, certains se parfument. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute la posture du corps, il y a la manière dont tu vas véhiculer une intention avec ton corps, avec ta tête, avec ton regard. Euh, Ce que tu ne peux pas concevoir avec la visio. Donc, et même quand quelqu'un veut prendre la parole, il n'est même pas besoin de lever la main. Le simple fait de monter la tête et de montrer par le regard qu'on veut intervenir, déjà peut être un élément d'intervention absolument déterminant. Donc, quand tu es à côté d'un réalisateur, qui lui dire je vais te faire écouter ça, et il y a un moment ou un autre où tu peux argumenter, tu peux interpréter quelque chose que quand tu es face à un écran ou quand il n'y a même pas d'écran, quand tu es juste au téléphone, c'est plus compliqué. Et donc moi je trouve que c'est extraordinaire qu'on puisse travailler pour plein de gens chez eux, etc., être en télétravail, etc. Mais le contact humain, la relation des êtres humains, quand ils sont face à face, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut encore, à mon avis, pas remplacer pour un bon bout de temps. Il y a ce problème que tu as évoqué plusieurs fois, tu viens de le dire, eh bien, on tape un texte et puis on va chanter. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'intelligence artificielle Mhm. de la musique. Et alors là, est-ce que nous, compositeurs, ça doit nous faire peur vraiment? Est-ce que la musique générative par ordinateur a rapidement, oui ou non, enfin pour toi, des chances de remplacer? Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Moi, j'analyse la situation selon trois événements bien particuliers. Le premier, c'est au niveau de la composition, donc au niveau de, je dirais un terme assez presque péjoratif, la fabrication de la musique. On a la possibilité, en jouant deux notes, en chantant deux notes, en imaginant deux notes avec n'importe quel procédé, de proposer à l'intelligence artificielle de formuler ce qu'on n'a pas eu envie ou l'idée de faire aboutir. Donc ça, on sait que ça existe depuis un petit bout de temps. Donc en fin de compte, c'est le substrat même de notre métier, c'est de composer, d'assembler des notes les unes après les autres. Bon, ça, c'est basique. Après, on adapte des instruments virtuels, des instruments réels, etc. On fait composer une partition. Bref, tout ça, ça fonctionne déjà. Le deuxième secteur qui me paraît un peu aussi empreint d'une vraie modification, c'est la manière dont on peut détourner les timbres. Donc la voix, qu'elle soit parlée, qu'elle soit chantée, il y a quand même beaucoup d'éléments maintenant qui permettent de la transformer de façon à ce qu'elle ne ressemble plus du tout au timbre original et qu'elle soit adaptée, qu'elle soit avec un clonage augmenté, comme je le dis, donc modélisée, de façon à ce que la même voix revête un autre timbre. Et même plus que ça, que la même voix soit complètement gommée au profit d'une autre avec les mêmes césures de la manière dont elle s'est exprimée.
Ça existe dans le mixage. On sait combien de fois en chantant quelque chose et en adaptant un clone qui est proposé par les IA, on va avoir une très belle voix qui n'est pas du tout la sienne, et même une voix de femme alors que c'est un homme qui chante, etc. Et avec par exemple du R&B, alors qu'on a chanté d'une manière extrêmement classique. Donc ça, c'est des choses qui vont transformer tout à fait le panorama. Et quand je parle de la voix, je peux aussi parler des instruments. C'est que on peut aussi transformer le timbre d'un instrument dans un autre instrument, peut-être en créant des univers inattendus. Euh, la- un des secteurs qui va pâtir terriblement de ça, c'est évidemment le doublage au cinéma. C'est que de ce clonage augmenté, on peut imaginer, pour faire très court, la voix de Tom Cruise, donc qui parle en américain, et qui devient brutalement, soudainement, transformé en danois, en espagnol, en français, avec le même timbre, donc la même voix que celle qui s'exprimerait en anglo-saxon, et qui est parfaitement synchronisée au labial. Donc là, il y a évidemment un travail sur le texte, il y a un travail évidemment sur le timbre, il y a un travail sur la posture vocale de l'interprète. Ça, c'est quelque chose qui va mettre à mal, à mon avis, une partie du métier de doubleur. Et puis la dernière facette qui, elle, est beaucoup plus troublante, c'est que, à l'instar de ce qu'on rencontre pour l'imagerie, euh, par exemple, prenons un des éléments de l'intelligence artificielle, c'est DAL-I, qui génère 35 millions par jour de nouvelles images génératives. On peut très bien imaginer que ça va exister pour le son. Donc quelque part, un fichier audio va être déconstruit, analysé par rapport à la signature stylistique qu'il représente, et reconstruit en mélangeant d'autres signatures stylistiques. Avec, à mon sens, quelque chose qui a été constitué depuis une trentaine d'années, qui est l'apport des instruments virtuels. Les instruments virtuels, on le sait tous, c'est deux choses. D'une part, la simulation d'instruments qui sont évidemment acoustiquement déjà depuis très longtemps disponibles, les cordes, les bois, les cuivres, les percussions, etc. Et puis des sons qui n'existent nulle part. Donc on en avait parlé vaguement, c'est aussi très proche du sound design. C'est des sons qui sont fabriqués avec tout un discours à l'intérieur qui permettent d'imaginer un parcours. Et donc, moi, je vois très bien, à un moment ou à un autre, que toutes ces librairies d'instruments virtuels vont être organisées de telle manière qu'il y a des étiquettes, ce qu'on appelle les étiquettes en IA, c'est la manière dont on définit un tout petit élément très fragmentisé de ce que ça peut représenter. Par exemple, un stop sur une voie publique, une oreille de chat ou n'importe quoi, et que cette distinction étant faite d'une manière évidemment multipliée, on puisse extraire de nos fichiers audio, de nos œuvres, quelque chose qui va se combiner avec d'autres. Bon. Et des instruments virtuels. Donc ça va être un vrai problème parce que l'origine de ces œuvres-là va être gommée. D'abord parce qu'il y en aura beaucoup, et peut-être que parce que certaines intelligences artificielles, pas forcément très bienveillantes, qui ne veulent pas garder le souci de transparence, n'auront pas gardé la traçabilité. Et puis que par ailleurs aussi, il va se produire une espèce de rassemblement d'éléments qui vont produire des nouvelles esthétiques. Et que je pense que ça sera sans doute un des devenirs du compositeur ou du programmeur de son, etc., c'est de travailler sur ce que peut procurer l'intelligence artificielle sur la production sonore pour pouvoir justement développer d'autres choses en gardant la main. Et j'insiste beaucoup là-dessus, si on laisse les robots faire tout seuls, c'est dangereux. Si dans une requête, on obtient quelque chose et on laisse une seule requête, c'est dangereux. Si on fait 10, 20, 30, 40, 50 requêtes, il y a une, un vrai désir de recherche, de préméditation, de créativité. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais si on ne garde pas la main, bien c'est les robots qui vont nous les bouffer. Mais la musique, ça reste tout de même dans la musique. Alors, tu me diras, on pourrait comparer la musique à la programmation, hein, finalement. On voit que les IA sont capables de faire des lignes de code, générer des tas de choses sans forcément avoir besoin d'un développeur. Euh, la musique, ça reste pas seulement des timbres. On entend très bien que les timbres, on va pouvoir
les reproduire, les refaire, mais dire à l'IA, je veux une musique qui ressemble exactement à celle que fait Riko Kazatsu. Est-ce qu'on va y arriver? C'est quand même des enchaînements d'accords, c'est quand même de la musique tonale ou de la musique modale. Il y a quand même des règles qui existent et qui sont Bah, complexes. dans les trois strates que j'ai évoquées, tout permet ça. C'est à partir du moment où tu as le départ qui est juste la construction de la mélodie, de l'harmonie, et il serait temps que ça se mette en place, c'est des règles d'orchestration et de contrepoids. Parce que pour l'instant, quand tu entends ce que fait l'IA, c'est indigent, c'est pas bien, il y a un truc qui fonctionne pas. On sent bien que les règles de la construction harmonique, les règles de l'orchestration n'ont pas été complètement appréhendées. Donc à partir du moment où on a ce premier stade qui est donc de construire une pièce musicale, deuxièmement de adapter des éléments soniques et troisièmement d'aller rechercher des éléments qui sont extraits d'autres pour pouvoir les faire donc correspondre, voilà, il va se produire forcément des choses. Maintenant, je pense que tout est une question évidemment encore une fois de positionnement des productions, parce qu'on est comme toujours, puisqu'on parle musique de film, lié à la production, des producteurs, vont pour certains dire, nous on veut pas de ça, nous on veut que ce soit des compositeurs qui sont talentueux, influents, un nom, bankable, donc c'est une notion de marketing, propulser cette notion de marketing, on dit, nous on touche pas à l'IA, nous on fait des trucs très propres, clean, un peu c'est Il y a un nouveau marketing qui pourrait se mettre en place là-dessus. voilà. Ouais. Et puis le fossé va se creuser comme toutes les périodes de crise. Et puis il y a plein de petits producteurs ou des réalisateurs qui se retrouvera très très bien, ou alors qu'il n'y a pas forcément un grand thème à développer pour l'instant, qui diront, bah, puisque c'est des choses d'ambiance, etc., l'IA me propose un foisonnement de possibilités que je ne vois pas pourquoi j'irais chercher la même demande à un compositeur qui va être caractériel et qui va m'emmerder. Donc ça, je le vois venir et ça existe déjà parce qu'il y a quand même plein de startups qui déjà proposent d'aller chercher les librairies musicales en les adaptant à l'image. Mais Donc là, pour l'instant, ce sont quand même des librairies musicales faites par des morceaux, des absolument, mais compositions qui si je sont reviens à faites. mon idée de Oui, déconstruction, ça revient à ça. donc Ouais, c'est voilà. vrai, ça revient à ça. Je veux dire, c'est plus une question de temps en fait. C'est une question de temps. Une question de temps. De toute façon, c'est bien, il y a 2 ans, on rigolait. On écoutait les produits de l'IA, c'était grotesque. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses où on se dit, ah, là, je me fais prendre. Donc, Ouais. voilà. Est-ce qu'elle va devenir créative? Ça, c'est la grande question. Là, pour l'instant, elle est associative, mais qui peut dire ça? Qui sait? Donc, pour l'instant, elle apprend beaucoup de choses, cette IA. Et elle engrange énormément, énormément d'informations. Il va y avoir un problème de droit d'auteur parce que, en tout cas en France, en Europe, on est sur le droit d'auteur. Donc, que dit la SACEM là-dessus? Pour parler de la SACEM en La France. CCM a une position très simple et qui est rassurante. Elle dit, d'abord, on propose l'opt-out qui est de dire toutes les œuvres qui sont donc du catalogue de la SACEM sont disponibles à partir du moment où il y a le consentement de l'auteur. Donc, si d'une manière sans doute extrêmement automatique et robotisée, l'œuvre n'est pas mise à disposition d'une manipulation par l'IA, elle n'est pas disponible. Euh, et il faut quand même bien comprendre que ça a été négocié pendant les grandes tractations avec l'IA Act et l'Europe, où ça a été pas si facile, mais que l'exception culturelle permet d'imaginer que nous garderons quand même une certaine autonomie par rapport à ça. Alors, je t'arrête 2 secondes, ça veut dire que on sait bien que la musique qu'on a, elle se retrouve sur YouTube de toute façon, quoi qu'il Oui. arrive. Donc elle est effectivement dans le catalogue de la SACEM pour les auteurs. Et donc ça veut dire que l'IA n'a pas encore le droit d'aller récupérer et de faire de la combinaison à partir de ce qu'elle trouve sur YouTube. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se Ouais. passe, c'est qu'on demande aux opérateurs, donc ceux qui vont utiliser ces fichiers audio, ou autre chose, mais en général c'est des fichiers audio, qui sont des fichiers vidéo qui ont de l'audio, d'avoir de la transparence. Transparence, ça veut dire que ils disent, on va utiliser un fichier, on veut savoir si c'est disponible. Bon, la probité dans le monde des humains n'est pas forcément la qualité la plus galopante et la plus largement répandue. Donc moi je dis que les métadonnées, je ne sais pas, il y a des techniques qui sont en train de se développer qui sont extrêmement importantes pour pouvoir garantir la traçabilité de l'œuvre. Par exemple, on a parlé du watermarking, on a parlé de pas mal de choses.
Mais ce que je me dis, c'est que, comme on a vu pour le deepfake, quand on veut faire de quelque chose qui paraît relativement clair et sain une version pernicieuse, on y arrive. Donc, est-ce que, comme on sait que aujourd'hui YouTube est quand même le plus gros réservoir de musique qui existe dans le monde, est-ce que ce pillage qui a dû déjà commencer il y a quelque temps, parce que c'est pas aujourd'hui que l'IA existe, hein, ça fait 10 ans que ça a commencé, et que il y a plein de gens qui ont réfléchi à ça, il y a plein de gens qui ont peut-être réfléchi aussi comment le droit d'auteur pouvait être mis à mal, parce que c'est pas la première fois qu'on entend que une tendance anglo-saxonne aurait bien envie que le droit d'auteur n'ait pas la même puissance que ce que nous avons développé en Europe. Donc je crois que les OGC, donc les organisations de gestion collective, comme la SACEM, comme la DAMI, comme la SACD, ont vraiment une puissance pour pouvoir nous protéger. Maintenant, c'est du domaine quand même très de la fiction, de savoir comment les outils vont pouvoir identifier nos œuvres. Alors ça, c'est en amont. Par contre, en aval, une production faite directement avec des outils qu'on maîtrise plus ou moins, et si on ne les maîtrise pas, c'est encore beaucoup plus problématique. Je parlais des requêtes, si on fait une requête, deux requêtes, trois requêtes, c'est peut-être une production de la machine. Si on en fait 50, il y a peut-être une vraie prédétermination de ce qu'on veut obtenir. Là, je ne sais pas comment ces œuvres-là pourront être déposer, générer des droits, sachant qu'elles sont hybrides. C'est bien le problème. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça, je suis confiant. Je suis confiant dans nos sociétés qui, depuis 1851, fait que le droit d'auteur existe et nous fait vivre. C'est un problème de conception aussi qu'il y a entre le droit d'auteur tel que tu l'évoquais, tout ce qui vient. Enfin, les anglo-saxons ont un système différent de nous. Eux, ils vont protéger le droit de la copie et nous, on va Oui, protéger le droit de l'auteur. Donc, on risque de se retrouver aussi en conflit avec ça. oui, Et tout à fait. il va y avoir des secteurs d'activité effectivement qui vont. Est-ce qu'on peut quand même. Est-ce que tu as quand même un petit mot d'espoir quand même Oui, oui, je viens de le dire, oui, 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 je pense que nos OGC nous protègent. Voilà, et puis je pense à autre chose. Je pense que, par exemple, dans ce monde dont personne ne saura à qui il doit faire confiance, parce on est quand même dans un monde qui bouscule complètement la vérité, l'authenticité, et qu'une énorme vague de suspicion va arriver. Et je pense que les interprètes, le spectacle vivant, les orchestres, les instrumentistes vont avoir une vraie aura. Parce que quand je te parle, que je te vois, et que si tu avais ton violoncelle entre les mains, je me dirais, il me produit quelque chose qui n'a aucun artefact, qui a un lien direct entre ce que j'ai envie d'entendre et ce que l'artiste produit. Ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'on vient d'exprimer. Ce qu'on vient d'exprimer, il s'agit de conserve, de la conserve. C'est-à-dire, quelque part, c'est de la fabrication de choses qu'on met dans une boîte et qu'on relivre après en vous disant ça c'est un produit transformé, mangez-le, c'est bon. Donc je crois beaucoup dans la relation entre les êtres humains qui va être pendant un temps totalement spoliée parce que on sait ce que c'est que les métaverses, tous les éléments qui risquent de faire croire aux gens qui sont dans un monde réel alors qu'ils ne le sont pas, vont faire venir une demande fondamentale de savoir où est la vérité. Ça va peut-être prendre pas mal d'années. C'est là où je suis assez confiant. Ou alors les robots nous auront bouffé complètement. Asimov. Les robots d'Asimov. Voilà. Mais je pense que il y a un calcul sur le temps en ce moment. On sent bien qu'il y a quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse pour pouvoir nous, comment dirais-je, nous entraîner vers un monde qui n'est pas forcément celui vers lequel on veut aller. Mais enfin, j'espère qu'on gardera la main, vraiment. Bah, de toute façon, c'est pas pour l'instant, c'est pas l'IA qui va, comme tu dis, qui va se mettre à jouer du violoncelle en direct. Enfin, on aura toujours besoin d'un conservatoire. Il y aura toujours des gens qui aimeront apprendre à faire de la musique. Je suis pas si sûr que Non? ça. Parce que Oui, c'est pas pareil. non mais Jouer attends. du piano, même nous, on utilise les machines, c'est vrai. Mais quand on est sur un vrai instrument, on a quand même une autre relation. Et ça, c'est parce qu'on l'a appris, parce qu'on aime ça. Parce que c'est un désir fondamental de se mettre en relation avec l'instrument. Mais dans une petite brève, un petit billet que j'ai évoqué,
on a la possibilité de faire croire que c'est le même pianiste qui joue ce même piano. Donc on a la traduction d'un son naturel avec un jeu qui est dicté par un robot qui fait croire que c'est la même personne. Par exemple, je ne sais pas, Aldo Ciccolini ou Claudio Arao ou Oui, mais là, ce que tu dis, c'est très intéressant et ça voudrait dire par exemple que moi je peux composer un petit truc au piano et puis l'IA va me l'interpréter comme Samson François. oui. Alors, mais là tu parlais de confiance. Est-ce que j'ai vraiment confiance que Samson François l'aurait vraiment joué comme ça? Là, Ah est-ce mais non, qu'on... mais c'est pas vrai. Il y a des pianos qui sont fabriqués par une firme renommée de piano de concert qui a trouvé il y a quelques années qu'en analysant le jeu de pianistes qui sont vivants ou morts, en écoutant les enregistrements, ils pouvaient reproduire mécaniquement, donc avec, comme on voyait sur les pianos automatiques, reproduire donc les marteaux sont entraînés directement par cette analyse qui est faite par l'IA. Donc quand on met un rideau, on écoute le marteau, pardon, le piano, on ne sait pas qui joue, et on peut très bien s'imaginer que c'est, je ne sais pas, Ciccolini, tu me parlais de Samson Samson François, François, par exemple, Glenn Gould, ce que tu veux. voilà, Glenn Gould, ou que même, pourquoi pas, Lang Lang, puisque quelque Ouais, part, on peut avoir aussi, ou Chick Corea, ah oui, tiens. voilà, donc, ou Petrucciani, parce que quelque part, l'analyse qui a été faite par l'IA est tellement subtile par rapport à une échelle de qualité, d'enfoncement, etc., qu'elle peut très bien être reproduite. Donc, on écoute ce piano avec un rideau qui nous masque la vue. On ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière. On ne sait pas si c'est automatique ou si c'est un robot qui joue. Là, c'est un modèle qui est facile avec le piano, mais pourquoi pas imaginer qu'avec un instrument soufflant, alors avec un instrument à cordes, je pense que ça risque d'être très 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 compliqué. Mais un soufflant, je pense que ça sera possible. Là, on est quand même dans des domaines. On rentre dans quelque chose d'assez pointu, hein, parce que même le grand public, je ne sais pas si le grand public a conscience de ça ou s'il se pose la question. Euh, Moi, je vais rester sur le domaine de la création. Il y a deux choses. D'abord, le domaine du rapport à l'instrument. Il y aura toujours besoin de quelqu'un qui aura envie d'aller apprendre le saxophone, la flûte, le Absolument, violon. Et là, il faudra bien qu'il trouve un professeur. tout à Peut-être que fait. tu vas me dire que l'IA va se mettre à être Mais oui, professeur de bien sûr, musique. bien Ah, sûr. peut-être pas. Parce que Peut-être moi je crains que que... Ouais. les modèles, en fait, je crains que là, je suis en train d'écrire un petit billet qui s'appelle Adopte un compo. Donc voilà, quelque part, on a envie d'écouter une symphonie de Mozart ou une œuvre beaucoup plus moderne. Donc on a les moyens de faire ça, mais du coup, les modèles se gomment au fur et à mesure les uns les autres. Et si on ne transmet pas un savoir-faire à nos jeunes générations, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je crains qu'il y ait quelque chose qui soit une boucle qui en fin de compte, que l'IA, au bout d'un moment, mange ses propres excréments. À force de fournir quelque chose qui est re-injecté dans la machine, voilà. Simplement, je me dis aussi que la capacité qui existe sur Internet d'aller chercher des choses est tellement phénoménale que je crois que ce qu'on appelle le modèle collapse, hein, c'est ça que voilà, soit pas vraiment mis en phase et que il se produit d'autres choses beaucoup plus hallucinantes que ça. Là, on apporte plein de trucs, hein. On parle de l'IA générative en tant que composition, Hmm. en tant que Transformation transformation, et en tant que déconstruction. déconstruction, mais aussi en tant qu'interprétation. Oui, Et absolument. donc finalement, ça devient... Alors est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans quelque chose d'assez très spécialiste si on s'intéresse maintenant aux compositeurs eux-mêmes, aux gens qui font de la musique? Est-ce qu'ils doivent avoir peur de se dire, bah, si ça se trouve, on va rien me demander de faire, puisqu'il va y avoir un producteur qui va aller sur... là, il y en a quelques-unes, je veux un rock, et j'ai un rock, quoi. En fait, on a la même peur que quand les synthés sont arrivés. Sauf que quand les synthés sont arrivés, c'est nous qui les jugions. D'accord? Quand la MAO est arrivée, on a eu peur que tous les compositeurs puissent utiliser uniquement des machines. Sauf que c'est nous qui manipulions. Aujourd'hui, tout le monde est Mozart. Tout le monde se fait passer pour Mozart parce qu'on leur dit, vous êtes Mozart, vous pouvez faire comme Mozart ou comme un autre. Donc c'est bien là où est le problème, c'est que quelque part quelque chose nous échappe. Il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'effectivement, tu as raison, quand la MAO est arrivée, on pouvait combiner des quantités de sons et donner l'impression qu'on avait composé une symphonie, mais enfin c'était absolument indescriptible en termes de partition. Assez rapidement quand même, il y a quand même un milieu, je dis pas forcément des initiés, mais
on voit quand même si le compositeur a reçu une formation, s'il sait faire ou pas. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui finalement apprennent à se former pour arriver à écrire, à composer. Ça va peut-être plus vite aujourd'hui. Oui, mais il y a des autodidactes qui ont fait très très bien le job Oui, parce qu'ils étaient et qui très, sont... très doués. Ben Mais oui, ils ont beaucoup travaillé aussi. bah, autodidacte, tu travailles pas forcément. Peut-être que tu livres quelque chose qui vient naturellement et sur lequel tu t'assois pour pouvoir aller plus loin. Mais on est toujours dans les valeurs humaines là. C'est clair. Ah voilà, on est dans les Donc à un moment où tu laisses un robot faire les choses à ta place, Mm. c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement gratifiant parce que tu dis ah, qu'est-ce que c'est beau ce que j'ai composé alors que tu n'as pratiquement rien fait, sauf d'avoir eu l'idée de dire je n'ai pas d'idée, vas-y fais-le à ma place. Et ça c'est une tendance aussi qui est celle de notre société. Et encore une fois, le savoir-faire, la transmission, la raison pour laquelle tu es là en train de me poser des questions et que tu as très gentiment évoqué, c'est que sur le tas, en étant avec toi, j'ai transmis des choses que je considérais comme importantes et que j'avais acquises au fur et à mesure. Est-ce que cette façon artificielle d'acquérir une facilité dans l'assemblage, je ne parle même pas de composition, va produire les mêmes effets? Je crains une vraie paupérisation. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à des compositeurs qui veulent se lancer dans la musique de film? Jeune, c'est pas le problème de l'âge, c'est le problème du démarrage de sa carrière. Alors, la première chose qu'on doit imaginer, c'est d'avoir les compétences, d'avoir la capacité, d'avoir quelque chose qui peut remplir le cahier des charges. Donc, la première chose, c'est d'aimer, de pouvoir faire de la musique à l'image. L'image, elle transmet un langage, elle induit des idées, elle permet de faire des musiques qu'on n'aurait jamais imaginées s'il n'était pas là. Donc, ce sens de l'image est la première qualité qu'on doit avoir. Je dirais par ailleurs que il est important d'imaginer que la manière dont on transmet son ego peut être totalement différente selon le paradigme qu'on attribue. Il y a Gabriel Yared qui dit une très belle phrase, il dit l'ego devant le piano à fond, devant l'image pas du tout. Ça veut dire que quand on est devant son clavier, on va se dire qu'on fait la plus belle musique parce qu'on est le plus grand des compositeurs. Par contre, quand on est devant l'image et qu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou qu'on nous dit que ce n'est pas ce qu'on voulait, notamment le réalisateur, mais il n'y a pas que le réalisateur, on le sait, eh bien il faut avoir l'humilité de dire je vais refaire. Donc ça c'est la première qualité d'aimer l'image et la deuxième c'est d'avoir peut-être une forme d'humilité. Après, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une forme de culture, d'avoir la culture musicale, de savoir quelles sont les grandes étapes de l'histoire de la musique, en partant du chant grégorien jusqu'en allant à la musique actuelle, de façon à ce que lorsqu'un réalisateur dit je voudrais du rap ou du Ligeti ou de Duke Ellington, qu'on sache à quoi ça correspond. Alors quand il dit ça, il dit pas que je voudrais du rap, voilà. Il dit je voudrais quelque chose qui rappelle ça parce que c'est un style sur lequel il a eu envie de faire associer son image. Et évidemment aussi une culture cinématographique. C'est vraiment important de savoir quelle référence peut avoir un réalisateur par rapport à ce qu'il demande. C'est vrai que chaque film est une identité bien personnelle. Ça, c'est pour les éléments fondamentaux. Après, après, je dirais que c'est des éléments qui sont peut-être plus liés à tous les métiers, qu'ils soient artistiques ou pas artistiques. C'est que ne pas croire que le premier jet est le meilleur jet forcément. Le premier jet est une indication qui peut, pour certaines personnes, je ne parle pas des génies parce que c'est encore un autre monde, mais être suffisante. Mais en général, je m'aperçois, là, je parle peut-être plus pour moi, que je peux toujours être perfectible. Que quelque part, j'ai une idée, je la développe, et plus je la développe, plus je vais aller encore plus loin au niveau de la linéarité du thème. Il peut y avoir un thème qui s'adapte de mieux en mieux à l'image, de la verticalité, donc de la manière dont on l'orchestre, dont les accords s'enchaînent, et puis aussi au niveau des timbres. Je ne parle pas même pas du tempo qui est évidemment obligatoirement à s'adapter par rapport à l'image. Si on bouge légèrement le tempo, on s'aperçoit que ça peut être beaucoup plus efficace ou moins efficace. Et donc, d'être dans cette relation où chaque élément va apporter, puisque le travail va nous permettre d'aller encore plus loin, jusqu'au moment où on s'apercevra que si on en fait trop, eh ben c'est fini. Il y a un moment où l'œuvre s'équilibre par elle-même parce qu'on ne peut plus rien y rajouter.
Et il y a des moments où, si on n'a pas assez rajouté, ça pourrait être mieux. Mais il n'y a que nous qui le sachons. Parce que, en fin de compte, il n'y a pas de comparaison avec nous-mêmes. Il y a que le moment où on se dit, tiens, je peux faire mieux. Mais si on a quelque chose qui est livré de telle manière, personne ne dira, oui, mais tu aurais pu faire mieux parce que j'ai écouté mieux de toi que tu n'avais pas fait. Donc ça n'existe pas. Peut-être que l'IA nous le procurera, ça, mais ça n'existe pas. Donc il y a un moment où c'est à nous d'imposer ce qu'on pense qui est le plus abouti, le mieux travaillé, le plus adapté, mais encore faut-il y travailler. Donc il y a toujours une étape de construction qui est importante. Donc en fin de compte, c'est vrai que ce besoin d'aller toucher son public, je pourrais dire séduire, mais c'est pas la bonne terminologie, c'est toucher son public, c'est le cahier des charges propre à tous les artistes, qu'on soit peintre, qu'on soit sculpteur, qu'on soit musicien. C'est quelque part, on a besoin d'avoir une relation binivoque qui fait que le retour est aussi extrêmement gratifiant. Sauf que quand on travaille pour la conserve, que ce soit le son, quand on fait des enregistrements qui sont plus modifiables parce que quand on est face à un public, on peut interagir quand on est sur une scène, quand on est acteur. Et le cinéma est aussi, ou l'audiovisuel est aussi de la conserve, quelque part, c'est encapsulé, c'est fini, il y a plus... Eh bien, les retours, ils sont par procuration. Donc, c'est le réalisateur qui dit c'est génial, tout le monde, toute l'équipe est contente, on a fait 10 millions d'entrées. Là, tu te dis que ça a dû plaire, mais personne ne t'a dit bravo, ou alors on te l'a dit dans un festival. Mais pour un compositeur musique de film, il y a toujours une grande, grande part d'ombre. Signer des autographes, c'est pas fréquent. Pas fréquent. Acteur, c'est beaucoup plus fréquent. Et donc, on fait un métier de l'ombre. On fait un métier qui est génial, qui est un des plus beaux métiers. On travaille pour une vraie cause. Le cinéma a plus de 100 ans. C'est un des arts majeurs de notre civilisation. Et quelque part, on n'est jamais en prise directe avec le public, à quelques exceptions près que je viens de citer. Donc il faut aussi penser aux gens qui vont recevoir la musique, soit encapsulée dans l'image, soit en l'écoutant sur une plateforme, même plus par CD, parce que maintenant ça devient très rare. Mais voilà, il y a quand même plein d'étapes qui sont peut-être un petit peu difficiles à envisager. Donc c'est vrai que la musique de film, c'est pas forcément une musique vivante parce que elle est, comme tu dis, elle est encapsulée, elle n'est plus vivante à ce moment-là, elle a déjà été capturée. Mais il y a encore des musiciens qui jouent. Et il y a encore des musiciens qui font vivre la musique. Et même si la machine, comme tu le dis, est tout à fait possible, c'est un instrument à part entière, la musique, elle peut être enregistrée par des instrumentistes. Et là, pour ça, par exemple, moi j'ai la chance d'aller à Ferber, au studio Ferber régulièrement, et j'enregistre avec des musiciens. Et l'idée, c'est de faire travailler des personnes qui viennent apprendre à travailler avec un orchestre, qui viennent écrire une œuvre pour un orchestre qui va être interprété en direct avec justement les contraintes de la gestion de ce qu'est l'enregistrement d'orchestre. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire. D'abord, c'est vrai que la musique qui est en conserve, encapsulée dans la bande-son du film ou de la vidéo, elle peut revivre grâce à ce qui se produit, des concerts de musique de film, des concerts de musique de jeux vidéo. Et c'est très bien, c'est fantastique ce qui existe. Et deuxièmement, tu me parles de Ferber, qui est quand même un temple de la musique enregistrée. Maintenant que Davout a disparu, maintenant que des grands studios comme les studios Pathé Marconi à Boulogne, et qui étaient des studios absolument incroyables, où on enregistrait un quatuor à cordes pendant qu'il y avait le marteau-piqueur dans la rue, tellement ils étaient bien isolés, où il y a eu tous les grands groupes iconiques de rock, de jazz qui sont passés. Et évidemment, pour des raisons de profit, ça a été vendu à une entreprise qui a construit des immeubles. Et ça ne peut pas passer, ça. Mais bon, Davout, c'est pareil. Donc Ferber, c'est un endroit qui est pour moi extrêmement attachant. Je crois que c'est le premier enregistrement d'orchestre que j'ai fait avec l'orchestre de la garde républicaine et Roger Boutry, qui était un ami, un grand compositeur, chef d'orchestre, premier prix de Rome, avec qui j'avais fait des enregistrements d'opéra quand j'étais directeur artistique. Et donc l'idée de revenir à Ferber, où je suis allé déjà plusieurs fois, mais de revenir pour essayer de contribuer à quelque chose qui serait justement cette relation qu'on a avec le son d'un orchestre et ce qu'on a envie d'écrire et ce qui va se traduire après
sur une bande-son associée à l'image, oui, avec grand plaisir. Tu viendras nous donner tes conseils et ton Non, non, suivi. là-dessus sur les conseils, je suis très très prudent. Je pense que chacun a son point de vue et comme je dis souvent dans mes conférences ou dans mes élèves, euh, en fin de compte, en musique, tous les goûts et tous les coups sont permis. C'est-à-dire qu'on ne risque rien. C'est-à-dire que vous pouvez faire la musique la plus merdique qui soit, la plus indigente, la plus moche et la plus belle. En fin de compte, quels que soient les outils que vous utilisez, personne ne va vous tuer, enfin, je crois. Peut-être dans certaines parties du globe, ça peut être, voilà, ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a une époque où certains des grands compositeurs russes, par exemple, ont été quand même conspués. Mais bon, outre ces problèmes de politique, dans un milieu naturel, si vous prenez des risques, en fin de compte, vous prenez des risques que par rapport à une éthique et pas par rapport à votre espérance de vie ou par rapport à votre façon d'être malmené ou pas malmené. Donc je pense que ça vaut le coup des fois de risquer des choses en musique. Donc on peut prendre des risques, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Encore faut-il, je reviens toujours à la case départ, c'est d'essayer de toucher d'abord l'équipe qui nous engage. Et je ne parle pas forcément du contrat de commande, je parle aussi du contrat spirituel qui est la relation qu'a un compositeur avec son réalisateur. Il doit y avoir une osmose, il doit y avoir quelque chose qui s'établit d'une forme très intuitive. Après, il faut que ça plaise à la monteuse, au monteur, que ça plaise au producteur, à la productrice, que ça plaise aussi aux diffuseurs. On ne dit pas les diffuseries, non, bon, donc aux Non, les diffuseurs. diffuseurs. Donc, voilà. Et j'essaye de faire la parité, j'y arrive pas tout le coup. C'est pas très Donc, simple. On manque de femmes, hein, oui, d'ailleurs, oui, compositeurs. On n'a pas absolument. beaucoup de femmes Ah, oui, oui, compositeurs. le pourcentage est assez faible. Ouais. Et donc, quand on a rempli ce cahier des charges qui est d'avoir un aboutissement, c'est vraiment très gratifiant. Mais Gréco, merci, hein, merci de nous avoir Merci reçus. Arnaud, parce que j'ai pu m'exprimer de manière extrêmement amicale et conviviale. En tout cas, merci pour ces instants privilégiés où on parle de choses qui sont absolument indispensables à livrer. Mais je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Ouais, mais t'as toujours les bonnes questions, donc reviens quand tu veux, et puis Mais tu sais voilà. tu sais ce qu'on fera une fois, c'est qu'on fera un live, on se fera un live sur YouTube, là, on pourra, Ouais, ouais, c'est pas hein, idiot ça. on pourra nous Ouais, interroger, et là. puis je déboucherai une bonne bouteille. Ben, ça, là, on fait le live ensemble. Ça va. Merci Gréco. Merci Arnaud. Super. Et Salut. j'espère qu'on te verra avec nous au studio, avec les À futurs Ferber, je bien. À Ferber quand tu veux. J'y suis retourné depuis, mais c'est pas un endroit où je suis allé fréquemment et c'est un bel endroit. Donc, Alors, eh ben, écoute, moi j'ai la chance d'y aller assez régulièrement, donc hein, on s'y retrouve. on voit, c'est là où l'élève a dépassé le maître. Oh, je pense pas. Merci Rico, à bientôt. Salut.